Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Celui-là, c'est un incontournable. Oh, ce mash-up, il est parfait. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Ça serait hyper cool dans ta pièce Star Wars, non ? Alors, un pour toi, et un autre pour toi. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Hello, hello les amis! Bienvenue à tous chez Star Wars en direct, la voix du Phantom Star Wars depuis plus de 20 ans. Et encore toutes ses dents, hein, c'est impressionnant quand même. Quelle longévité de ouf. Ici John Sparrow en direct de Vancouver où j'ai le Black Pearl qui mouille pas trop loin là. Et qui a été promu captain pour cette session de ce soir, du moins pour cette émission. Et avec moi pour m'accompagner, comme toujours, j'ai évidemment l'honneur et le privilège d'introduire pour votre plus grand plaisir notre inénarrable Francis, a.k.a. le spécialiste littérature Star Wars. Faut quand même le dire. Bonjour Francis. Salut Jean, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Épisode double aujourd'hui, on va quand même essayer de faire ça succinct, mais ouais, voilà, on va critiquer 2 albums. C'est ça, c'est exactement ça. C'est d'ailleurs avec un peu de retard hein, par rapport aux sorties françaises qu'on vous propose aujourd'hui donc nos petites reviews, nos modestes avis hein, sur les tomes 2 et 3 de la série de comics jeunesse La Haute République, Les Aventures. Je vais essayer de moins faire d'anglicisme hein, aujourd'hui, on va essayer. Donc ça a été publié en FR en France, pardon, par Panini France du coup. Par contre en VO, je sais pas si j'étais au courant, c'était un peu le bazar. Parce que, ça, je commence à digresser direct, mais il y a eu le rachat, enfin le retour au bercail, on va dire, des comics jeunesse chez Dark Horse, avant que c'était IDW, donc c'est passé de IDW à Dark Horse. Et malheureusement, en VO, ben, on n'a pas eu le tome 3, disons qu'IDW n'a pas eu le temps de publier le tome 3 avant la fin du deal, en fait. Donc le tome 3 n'est pas disponible en Amérique du Nord, sauf si tu commandes à Panini UK, si tu les veux en anglais du coup. Bref, c'est tout un micmac d'éditeurs. Mais en tout cas, les Français, eux, ils ont pas de problème vu que tout est chez Panini. Donc voilà. Oui, je parlais de retard parce qu'il faut savoir qu'en France, le tome 2 est sorti en juin dernier quand même. Ça remonte un petit peu. Mais bon, avec toutes les vacances, toutes les émissions qu'on a dû rattraper, tout ça, ben, on a mis un peu de temps pour le faire. Et vu que le tome 3 est sorti ben, là récemment en novembre dernier, ben, on s'est dit, allez, on va faire une émission commune pour ces 2 tomes. Hein. Pour nous avions review le tome 1 déjà il y a 1 an. Je sais pas si tu te rappelles, ça remonte déjà. Oui, ben on avait eu l'honneur d'avoir Fabien, mais Aurélien de chez Panini avec nous pour la critique de cet album-là. Donc, ouais. C'était une super émission, hein, effectivement. Il avait reçu une moyenne de 14,5 à peu près, avec des avis relativement mitigés entre des très positifs avec moi et Aurélien, du moins. Et moins avec toi, si je me rappelle bien, et Tom, je crois que tu avais mis un petit 10. Oui, on avait mis 50%, ouais, donc ouais. Mais on va voir aujourd'hui, mais je trouve que c'est une série qui va en s'améliorant. Donc, c'est toujours mieux que l'inverse. Hein, ouais, c'est sûr. Ah, mais c'est intéressant. Ce sera intéressant d'en discuter. Donc. Mais avant de lancer le sujet, Francis, aurais-tu un petit WhatsApp à nous partager? Oui, ben c'est relativement tranquille. En ces temps-ci, on n'a pas de série, tout ça. Et je suis hyper débordé au niveau du travail. Mais je mentionnerais que j'ai enfin réussi à mettre la main sur cet album-là qui est justement dans l'épisode, si je le mets en plus grand. Le monstre du Pic du Temple, ça faisait partie des belles surprises qu'Aurélien nous avait annoncées justement lors de sa visite. Je sais que vous l'avez très brièvement critiqué avec Tom dans une autre émission. Mais c'est ça, moi j'avais quand même beaucoup aimé
surtout par rapport au reste de la série Les Aventures, hein, parce que celui-là, c'est un peu une espèce de spin-off. Et au niveau graphique aussi, j'avais beaucoup aimé les dessins. La seule chose dommage, c'est qu'on ne pouvait pas mettre le crédit à un seul dessinateur. Tu sais, c'est comme les employés de la shop, on va dire. Là, donc, on ne peut pas savoir exactement. Il y a un petit côté fait à l'ordinateur aussi, là, mais bon, voilà. Et c'est ça. Il a été difficile à trouver au Québec. En fait, Ah oui? c'est ça, là, contrairement aux autres albums. Je ne sais pas justement si c'est parce que c'est un spin-off ou quoi, mais c'est ça. Il a été très difficile à trouver, donc c'est ça. C'est ma petite surprise la plus récente au niveau de Star Wars. Et oui, un album qu'on vous conseille. Hein. On avait très très bien noté, on a beaucoup aimé. Donc ouais, on vous conseille l'achat. C'est tout niveau WhatsApp pour toi, Francis? Ouais, comme je disais, c'est relativement tranquille ces temps-ci. Ok, bah je vais aller très vite aussi concernant mon WhatsApp. Donc moi, ça fait un petit moment déjà que j'avais terminé la trilogie Legends des romans Calista, la trilogie Calista, donc qui est écrite par Barbara Amblin pour les tomes 1 et 3 et Kevin J. Anderson, oui, bah, le fameux Kevin J. Anderson qu'on connaît, qui a fait énormément de littérature Star Wars et Dune aussi. C'est un auteur de Dune assez prolifique. Donc ouais, une trilogie très particulière hein, que j'ai peut-être pas conseillé à ceux que ça intéresse, bah, ceux qui les ont lus à l'époque, ils ont déjà lu quoi, mais j'ai trouvé ça pas très pas ouf, mais très drôle du coup. C'est ultra cheesy, c'est hallucinant, ça se passe donc c'est post épisode 6 tout ça, c'est post Throne tout ça quoi, et c'est une histoire d'amour, en fait une romance entre la fameuse Calista et Luke Skywalker du coup, mais d'une manière qui a amené mais tellement bizarre. Mais que c'en est intéressant à lire, mais que pour ce côté ultra cheesy et ultra... il se rend compte dès le tome 1, et dès le tome 1, de façon extrêmement improbable, ils tombent ensemble, et puis voilà, t'as une espèce d'histoire d'amour. Alors, hein, tu me connais, en plus j'adore les romances dans Star Wars et tout, mais là ça m'a pris de court, quoi, et très très surprenant, voilà, j'en dirai pas plus. Le tome 2, par contre, reste mon préféré vu que c'est écrit par le fameux Kevin J. Anderson, et lui il laisse un petit peu la romance de côté pour nous raconter des trucs un peu plus intéressants, donc je dirais que le 2 reste au-dessus des 1 et 3, donc écrit par Barbara Amblin, que je connaissais pas du tout du coup, qui a un style d'écriture vraiment vieillot, que ça faisait très romance des années 70 quoi, vraiment très très vieux, donc encore une fois ultra cheesy, ultra improbable, donc voilà, pour la rigolade c'était pas mal, mais le reste bon, ça reste assez discutable quoi. Donc la trilogie Calista, en plus dans le Discord on m'en avait parlé, on m'avait dit c'était vraiment pas ouf. Effectivement ce n'est pas ouf, mais content d'avoir fini ça quand même. Voilà pour nos WhatsApp. Donc avant de passer en hyperespace, attendez, mes notes elles sont où, voilà. Un petit rappel de notre partenaire, voilà, Star Wars Littérature Québec, voilà. Donc il y a une page Facebook, alors on le mentionne à chaque fois, épisode littérature, mais donc Star Wars Littérature Québec, c'est une page Facebook de news, beaucoup. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de news, donc pas que littérature, mais en fait tout ce qui sort de Star Wars, là, que ce soit les films, les collections, tout ça, t'as la news, bam, ils postent la news sur leur page, mais ce qui est vachement intéressant avec Star Wars Littérature Québec, c'est que ils ont un groupe Facebook également, et dans ce groupe-là, alors je crois que oui, voilà, tu as des photos, alors tu peux poster tes photos de collection, si tu as une collection de livres Star Wars intéressants, tout ça, tu as des très jolies photos de collection, mais tu as aussi des annonces, si tu cherches des romans, notamment Legends, qui sont un peu moins facilement trouvables, ou des livres à vendre, si tu veux en vendre ou en acheter en gros, tu peux t'inscrire sur cette page-là, c'est vachement intéressant, je vous invite à les rejoindre en tout cas, c'est très très sympathique, même, t'aimes bien à le rappeler, si tu ne fais pas, si tu n'habites pas au Québec, que ça soit partout dans le monde, ils acceptent tout le monde, il n'y a pas de souci. Voilà pour ça. Ensuite, Francis, est-ce qu'on ne mentionnerait pas nos plus récentes émissions? Qu'est-ce qu'on a eu récemment qui vient tout juste de sortir, on a un autre épisode de littérature, mais manga cette fois-ci, donc sur le premier volume de Edge of Balance. Aide-moi, je ne sais pas si tu as le titre en français, j'ai encore oublié. Mais, tu me prends de court. À chaque fois, j'ai juste la traduction littérale de au bord, au bord d'équilibre, mais juste équilibre, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. C'est un truc, c'est pas la traduction littérale en tout cas. Ouais. Et celui sur les légendes de Luke Skywalker, que je n'ai pas lu le manga encore, j'attends de me le procurer en français. Mais mon premier préjugé serait de croire que ça s'adapte beaucoup mieux au format manga qu'au format roman qu'on avait eu. J'ai l'impression que c'est des histoires qui, justement, en manga, doivent quand même beaucoup mieux passer
que dans sa version roman, là, moi, c'est une des pires notes que j'avais mis à un roman à l'époque. Ouais. Donc voilà, sinon, j'ai pas la vignette en main, mais on avait eu aussi un deuxième épisode de notre nouveau spin-off, si on peut dire, de Star Wars en direct, sur la musique. Donc c'est Aude et Fred, encore une fois, je crois qu'ils sont de retour. Là, pour ils sont accompagnés de Loïc pour cet épisode-là. Ah, ok, j'ai pas encore eu le temps de le. C'est sorti il y a quelques jours, donc j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais en tout cas, j'avais beaucoup apprécié le premier épisode, donc j'ai bien hâte de les entendre sur celui-ci. Donc, évidemment, avant ça, il y a eu le quoi de neuf, où est-ce qu'on a digressé très légèrement de Star Wars pour parler de Indiana Jones. Mais, et de Willow aussi, si je me rappelle bien. Il y avait un petit peu de mention de Willow, non? Ouais, JF a annoncé un épisode. Le prochain Jedi, non pas Fallen Order, mais Survivor. Donc, voilà ce qu'il y avait au menu récemment. Super. Mais voilà, je crois que tout est dit. Hein. On peut partir en hyperespace, Francis, ouais? On est bon? Allez, on se retrouve juste après. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Ok. Et juste pour répondre à notre interrogation précédente, en fait, là, je viens de regarder, c'est un équilibre fragile. Voilà comment ils ont traduit les mangas en français. Voilà. Ok. Donc, nous allons commencer donc, par le tome 2 de la série comics jeunesse, donc La Haute République, les aventures. Ce tome 2, alors je ne sais pas ce que tu en as pensé, j'ai trouvé ça assez particulier au niveau de l'édito, en fait, parce qu'ils ont décidé de regrouper 5, au lieu de regrouper 5 ou 6 numéros d'une même série, on a regroupé seulement donc, 3 numéros de la série régulière, on va dire, par Daniel Roseholder, qu'on connaît bien maintenant. Donc ça dans la continuité du tome 1, parce que c'était lui qui était déjà l'auteur du tome 1. Mais aussi, donc on a 2 numéros spéciaux, donc on a le Free Comic Book Day 2021, ainsi que l'annual 2021. Alors, si tu me le permets, j'aimerais avoir 2-3 mots sur ce que c'est un Free Comic Book Day, parce que je ne sais pas si en France c'est assez populaire. Je pense que beaucoup de nos auditeurs ne doivent pas savoir c'est quoi. Et oui. Et bon, alors, si on est dans l'univers comics depuis un moment, on en a déjà entendu parler. En fait, c'est très simple. Ça s'appelle le Free Comic Book Day. C'est un numéro simple d'une vingtaine de pages, donc quasiment la même quantité qu'un comics normal, en fait, qu'un numéro de comics, donc un floppy normal. Je ne sais plus que ça existe trop maintenant en France, je sais que les kiosques ils vendent de moins en moins de floppy, vu que ça marche plus. Mais pour info, donc voilà, le Free Comic Book Day, c'est un événement annuel. Donc normalement, c'est le premier samedi du mois de mai, en Amérique du Nord en tout cas, mais qui également s'est exporté en France, donc en Europe et en France particulièrement, depuis plusieurs années maintenant. Et lors de cet événement, donc, il y a clairement un move commercial. En gros, c'est très très commercial, parce qu'en fait, les comic shops et les éditeurs vont donner des numéros gratuits aux gens qui viendront. Que ça soit n'importe quelle série, ça peut être n'importe quoi. Donc là, Star Wars a eu un numéro, ça peut être du mainstream, comme du DC, du Marvel, ça peut être de l'indépendant, n'importe quoi. Dans le but de promouvoir le comics et d'attirer des nouveaux lecteurs vers le milieu. En fait, on sait que le comics, c'est un média qui a beaucoup de mal à percer depuis beaucoup d'années maintenant. Le renouvellement du lectorat, en fait, se fait pas assez. Et du coup, ils ont mis en place cet événement depuis 2002 quand même. Donc cette année, c'était les 20 ans de cet événement. Pour démocratiser le média comics, entre guillemets. Quoi, voilà. En 2020, donc il y a eu la pandémie, il n'y avait pas eu de Free Comic Book Day, donc je vais l'abrévier, c'est FCBD, on va appeler ça le FCBD. Donc il n'y en avait pas eu en 2020 à cause du Covid, mais en 2021, ça a été relancé en août, et pas en mai, parce que y a eu toutes les réouvertures plus tard en août. Et cette année, c'est revenu donc au mois de mai pour les 20 ans du coup de l'event. Donc voilà pour concernant le FCBD. Toi, c'était un événement que tu connaissais déjà, Francis, le FCBD? On avait déjà eu des participations Star Wars, là, justement aventure, par les années antérieures. Donc la différence cette fois-ci, c'est que justement ça s'inscrit dans la continuité, on va dire, du reste de l'histoire. C'est pour ça que je trouve ça quand même bien comme tu dis, l'édito, le montage de ces différents albums-là ensemble. C'est sûr que des fois, au niveau, puis on va le voir aussi avec l'autre, l'album numéro 3 après, au niveau chronologie, c'est pas toujours évident. Donc, non, c'est vrai. Par exemple, là, c'est ça, là, tu as parlé du Free Comic Book Day. Mais dans le fond, on a l'annual aussi qui, lui,
c'est ça, au niveau continuité. Les annuals aussi, hein, c'est toujours, on se demande un petit peu ça se situe où. C'est ça. Annual, est-ce que est-ce que tu veux expliquer rapidement? Oui, voilà. Tu fais bien de le mentionner, l'annual. Mais c'est vrai que le FCBD, c'était souvent du l'adventure qui donnait gratuitement les séries jeunesse pour convaincre le jeune public. Ouais. C'est vrai que les années d'avant, on en avait. Mais comme on n'a pas chroniqué les Star Wars Adventure de trop. Voilà, exact. C'est ça. Bref. Donc, ouais, l'annual, donc, c'est un événement aussi, pareil. Alors, c'est une petite leçon de l'univers comics. Donc, c'est très, très ancien, l'annual. Par contre, ça remonte à les années 60, 70, je dirais. C'est en fait, techniquement, un comic, c'est publié tout le long de l'année, une fois par mois, et avec donc 12 numéros, en gros, hein, je schématise, t'as 12 numéros. Et on rajoute l'annual, donc qui est souvent un numéro qui est plus épais, donc il y a plus de contenu, et qui est fait, alors soit qui est dans la continuité, comme on va le retrouver là, avec des histoires déjà vues dans les séries régulières qu'on a suivies toute l'année, ou parfois ça peut être des hors-séries, bref, ça dépend. Et voilà, généralement, c'est des gros tomes avec plusieurs, donc c'est le double de pages, et là, je crois que c'est ce qu'on a, hein, c'est une quarantaine de pages. Pour, là, alors, ce qui est très intéressant, ce qu'ils ont fait pour ce annual 2021, chez Panini, enfin, en tout cas, c'était à IDW encore à l'époque, ils ont réuni 5 auteurs, donc les 5 fameux auteurs de la Haute République que sont Holder évidemment, mais aussi Kevin Scott, Justina Harland, Cordelia Gray et Charles Soule, qui chacun ont fait une petite histoire de quelques pages. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine, même moins d'une dizaine de pages hein, par histoire, sur des héros. Alors généralement, je sais pas si t'as remarqué, c'est des héros dont les auteurs sont familiers parce qu'ils les utilisent ou ils ont créé dans leur propre roman. Ça fait du sens aussi. Voilà. Mais effectivement, concernant la continuité du comics, c'est un peu le bazar parce que c'est du bonus. C'est du bonus. Mais voilà, et justement, tant qu'on est là, pourquoi pas te parler de l'édito, parce que moi j'ai un petit coup de gueule niveau édito. Alors, pas vraiment vis-à-vis de Panini, parce qu'en fait, en VO c'est la même. Hein. On a le tome 2 avec cet annual et ce fameux Comic Book Day. Et le tome 3, lui par contre, est bien plus simple à comprendre, car il comprend les numéros 9 et 13 de la série. Donc, c'est la série principale que tu continues, avec à la toute ferme, ou peut-être pas à la toute ferme, nous en VO on l'a pas eu du tout, mais en France, d'après ce que tu m'as dit dans l'édition Panini, tu as le numéro, le Bake-Off, alors est-ce qu'ils ont traduit ça, le Bake-Off spectaculaire? Malheureusement, c'est ça, j'ai pas encore l'album version française, j'ai pas encore traversé l'Atlantique, hein, parce qu'il est sorti récemment du côté de la France. Donc, effectivement, il faut laisser quelques semaines toujours pour la parution ici, mais effectivement, au niveau chronologie, les événements ne s'inscrivent pas à la toute fin, on va dire, là, de l'aventure. C'est ça. Alors oui, si vous êtes un peu perdu, donc le numéro Back-Off, c'est hors série en fait. C'est un numéro supplémentaire de 20 pages hors série qui vient nous présenter, on en parlera plus tard. Voilà. Et moi, je voulais te demander... Pour schématiser, c'est comme si aujourd'hui on avait parlé de la série principale plus 3 hors série. Exactement. C'est ça. C'est ça. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu veux que je fasse le résumé rapide de ce qui se passe? Parce que là, à parler de la structure et tout ça, on risque de tomber dans le contenu. Bien sûr, vas-y, alors je t'en prie, le résumé. Dans le fond, au niveau de l'album numéro 2, dans le fond, premier arc, numéro 6 et 7, qui s'intitule Mission Bilbouza, on suit l'équipe du vaisseau. Ceux qui ont complètement oublié, hein, le vaisseau, c'est ça son nom, il s'appelle juste le vaisseau. L'équipe avec la fameuse roche là, qui s'appelle Géode. Effectivement, on s'imagine que c'est une géode. Comment il s'appelle? Léo. En tout cas, on a Afi Hollow. Léox. La capitaine. Et comment? C'est Léox. Léox. Voilà. Donc, c'est notre Matthew McConaughey de Star Wars. Et c'est ça, la fine équipe transporte quelques Jedi, donc Kort et Farzala, vers des négociations avec les Hutt, hein, parce qu'on rappelle que les Jedi ont fait, et la République a fait une espèce d'alliance temporaire avec les Hutt pour combattre les Nihil et les Drengir. Donc, comme on s'en doute, hein, ça va mal tourner. Il y a une espèce de petit complot Nihil local là, qui fait que ça tourne mal très vite. Mais tout est bien, qui finit bien. Ils vont combattre aussi des Drengir. Ça fait un certain temps qu'on les avait pas vus. Donc ça, c'est les 2 premiers numéros. Ensuite, le Free Comic Book Day dont tu as parlé tout à l'heure. Évidemment, c'est ça, ils choisissent des récits hein, pour ce genre de choses-là, que c'est pas grave si on les prend pas. Donc, vu que beaucoup de gens ne liront pas. Fait que cette fois-ci, c'est carrément des événements qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vus dans le petit roman jeunesse de la
deuxième vague de la première phase, donc pendant la bataille de Valo. Fait que c'est ça, des événements qu'on a vus. On retrouve Ram, Lula, Zine, et on rencontre la fameuse chasseuse de monstres, Tai Yurik. Yurik, c'est ça. La vedette de l'autre album dont je parlais tout à l'heure. Donc, une ex-Jedi qui est maintenant chasseuse de monstres. Donc, c'est ça, c'est vraiment des événements qu'on a vus. Déjà dans le roman jeunesse. Ensuite, le numéro 8, le comics numéro 8, c'est le début de l'arc qui s'appelle en français les présentations. C'est les retrouvailles dans le fond des deux équipes, parce que c'est ça, les deux équipes étaient séparées, une sur Valo et l'autre, c'est ça, les fameuses négociations dont je viens de parler là, avec les Hutt. Donc les deux se réunissent et ils rencontrent les nouveaux personnages. Donc on a Ram, le jeune Jedi que tu as montré quelques fois à l'écran, là, très... j'allais dire techno-mécanicien, hein, c'est qui est beaucoup plus habile avec la mécanique qu'avec les gens. Et de l'autre côté, on a Ishnar, qui est un nouveau personnage qui était, je crois que c'était un des gardes du corps là, des Hutt, une femelle, si je me souviens bien, c'est ça qui est ramené avec eux, mais qu'on ne reverra pas après. Donc, ça, je n'ai pas compris, mais c'est une autre histoire. Et voilà, du côté des Nihil, ben, Krix, l'ancien ami de Zine, hein, qui veut faire ses preuves. Dans le fond, il va mener avec sa troupe une attaque contre le temple Jedi sur Takodana. Mais il va être repoussé par la Jedi locale, là, la gardienne locale, qui s'appelle Sav Malagan, d'une espèce que je ne me souviens pas, mais qu'on reconnaît tout de suite à son chapeau. Hein, dans le fond, vu qu'on avait un chasseur de primes très célèbre dans la guerre des clones, de cette espèce-là. Mais ça nous prendrait, Tom, à moins que tu le saches, Jean, mais moi, j'ai oublié le nom. Ah non, non. Les races, c'est vraiment pas ma spécialité. Non. C'est vrai. Et sinon, le dernier, en fait, ça se termine avec l'annuaire que tu as mentionné tantôt, donc c'est un petit peu hors continuité où ça se mélange. On a 5 petites histoires là, vraiment distinctes. La première sur Elfrona avec Porter Engle, Loden Greatstorm, Berzetifa et Indira. Fait que dans le fond, on est vraiment pendant les moments qu'on vit... c'était dans le premier roman, hein, c'est ça, pendant la grande catastrophe. C'est pré-Light of the Jedi, ouais, vu que Loden est là. Ouais. Ensuite, on a dans le deuxième, c'est l'équipage du vaisseau, là, c'est ça, du vaisseau. Du vaisseau. Qui est sur une histoire là, très très banale dans un petit village sur une petite planète. Le troisième, c'est une rencontre, en fait, c'est la rencontre entre la jeune Jedi Padawan là, Vernestra et son nouveau maître Stellan Gios. Donc voilà, Vernestra, c'est un personnage qu'on a quand même suivi beaucoup là, dans la première phase. Ensuite, le quatrième, c'est l'équipe de Crash sur Corellia. Donc Crash, c'est un personnage qu'on va découvrir dans le roman de Daniel Roseholder aussi, là, qui s'appelait Midnight Horizon. Donc c'est le roman jeune adulte de la troisième vague. C'est le dernier roman, en fait, de la première phase de celui qui est sorti. En France, il est sorti au mois d'août dernier, je crois. Je ne me souviens plus le titre en français, là, mais bref. Horizon funèbre. Je crois que c'est Loïc qui le mentionnait pour l'émission manga. Horizon funèbre. Voilà. Personnage intéressant, hein, le personnage de Crash. C'est une fille qui est un peu à la tête d'une espèce de sa propre agence de sécurité, là, garde du corps et compagnie. Et enfin, le cinquième cette petite histoire, c'est Porter Engle. Donc, les images qu'on voit à l'écran, qui va affronter une batch de Nihil, dont... j'ai oublié son nom, mais c'est Lournadi, la fameuse Twi'lek Nihil. Mais c'est ça, Porter Engle, qui est un Jedi de plus en plus légendaire, mythique, qui, dans ce cas-ci, va lui avoir tendu un piège au fameux Nihil. Fait que ça, dans le fond, c'est l'album numéro 2. Comme t'expliquais, c'est ça, c'est... En termes de développement de l'histoire principale, c'est très limité. Faut pas se le cacher. Ça va se développer plus dans le troisième album. Est-ce que tu veux qu'on... si tu veux, je peux continuer avec les résumés. Oui, comme ça sera fait. Ouais, ok. Ouais. Dans le fond, l'album 3, on reprend sur... j'avais dit qu'on avait commencé l'arc qui s'intitule Les présentations. On reprend cet arc-là. Donc, dans le numéro 9, la troupe de jeunes, quand je dis les jeunes, c'est les personnages principaux de cette série-là, là, les aventures. C'est toujours les 5-6 mêmes personnages. Ouais. Donc, la troupe de jeunes arrive sur Takodana pour défendre la planète. Là, et c'est ça, on a beaucoup de flashbacks du passé du personnage de Kurt.
Courte, est-ce que j'ai une image courte? C'est le personnage qui a toujours une espèce de masque que les gens au début ont confondu avec des Yuuzhan Vong. Hein? Les gens quand ils ont vu ça comme design. Mais c'est ça, on va apprendre dans ces albums-là qu'en fait, c'est une tête de crabe. Donc, dans son espèce, dans le fond, c'est ça, c'est un peu un rituel. Là. Les jeunes portent une tête de crabe là, qui ont tué eux-mêmes. Et c'est une fois à l'âge adulte, leur tête va grossir au point que le crâne va éclater. Fait que bref, ça c'est les numéro 9, numéro 10, encore le même arc, c'est ça, les Nihil vont revenir à la charge, ils vont exploser complètement le temple de Jedi sur Takodana, parce que c'est ça, il y avait un temple de Jedi sur Takodana à l'époque. Dans l'explosion, le fameux masque, le casque de Courte, va être détruit, et c'est ça, pour lui, c'est un peu le passage à l'âge adulte. Donc là, il devient vraiment... parce que c'était un padawan comment dire... déjà, il parlait pas avec la même langue que les autres. Il était très réservé, l'introspection, tout ça. Tandis que là, c'est ça. Là, il va se lâcher, il va abattre pratiquement tous les Nihil à lui seul, et dans des figures dignes de, comment dire, de Anakin pendant la guerre des clones. On saute d'un vaisseau à l'autre dans le ciel, là, puis... Voilà. Fait que c'est 2 numéros vraiment concentrés sur ce personnage-là, de Courte. J'ai aucune idée si je le prononce comme il faut. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ensuite, numéro 11. Fait que ça, dans le fond, c'est ça, ils vont complètement faire fuir les Nihil, encore une fois. Numéro 11, c'est le retour, en fait, c'est ça, c'est le retour vers le flambeau stellaire de tous les jeunes. Et il y a un événement organisé par Bucket of Blood. En français, c'est Bouquet de sang, son surnom. Donc, qui s'intitule La Grande Course Jedi. Là. Donc, un événement exprès pour faire relâcher la pression aux jeunes, là, vu les événements pénibles qui vivent dernièrement. Fait que c'est ça. Le numéro en entier, là, c'est quand on dit un filler, là, c'est exactement ça. Il ne sert absolument rien. Il y a un petit peu du développement du côté des Nihil en parallèle, mais du côté des Jedi, il ne se passe absolument rien d'important. C'est vrai qu'on nous développe le personnage de Sabata. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. On développe le personnage de Sabata, qui est une Nihil qui aura une importance capitale par la suite et dans les romans suivants aussi. Donc ça, pour ça, c'est vrai que c'est intéressant. Mais oui, le côté Jedi... Il y a eu dans les numéros avant, mais j'en ai pas parlé. Mais c'est ça, on y croise quand même plusieurs maîtres. Puis c'est ça, une scène qu'on avait mentionnée, entre autres, qu'on voyait dans l'album qu'on a critiqué l'autre jour, là, la piste des ombres, qu'on voit son pendant, là, exactement la même scène, mais du point de vue des jeunes dans celui-là. Ensuite, numéro 12, l'attaque Jedi au camp Nihil de Dolhar Hyde pour capturer Krix. Donc, c'est vraiment un raid Jedi. Et c'est un camp qu'on a déjà vu, mais 200 ans plus tard, dans les numéros du Docteur Aphra. Ah oui, t'as remarqué. Des arbres avec des hangars, là. Fait que c'est intéressant de retrouver ça. Zing manque de tuer Krix, comme Krix a manqué de tuer Zing auparavant, mais bref, il a été trahi par l'autre Nihil que tu viens de mentionner, là, à la peau rouge, et Krix finit capturé par les jeunes Jedi à la fin. Ensuite, comme je disais tantôt, on a le Galactic Bake-Off Spectaculaire, donc vraiment un numéro hors série. Encore une fois, un peu comme l'événement de la course des Jedi, mais là, c'est un événement pâtisserie. C'est comme une tradition sur le flambeau stellaire, et c'est ça, là, tout le monde cuisine. Mais en parallèle, on en apprend plus au niveau, grâce à des flashbacks, sur le passé en fait, sur le rôle de Bucket of Blood, donc bouquet de sang, et de Maître Kantam pendant la grande catastrophe. Donc, c'est les deux personnages, on va dire, adultes qu'on suit depuis le début de la série Les Aventures. Et c'est ça, là, on va voir, il était où pendant la grande catastrophe. La grande catastrophe, pour rappel, c'est l'événement fondateur de cette période-là de la Haute République. C'est vraiment l'événement majeur avec lequel commence le premier roman là, de Charles Soule. Donc, fait que ça, c'est pour le Galactic Bake-Off Spectaculaire. Et enfin, ça se termine sur un numéro qui s'appelle Pas la lumière et la vie. Donc, c'est les lendemains de la capture de Krix. Hein, les jeunes, ils se séparent encore. Donc, tu as Zine et Ram et autres là, qui partent pour Corellia. Donc, ça, c'est des événements qu'on va suivre dans le roman Midnight Horizon. Et tu as le reste de l'équipe qui se dirige vers le flambeau stellaire, on le voit à l'écran. Et ça, c'est les événements qu'on va suivre dans le roman de Fallen Star.
les 2 romans là, qui terminent cette première phase-là, ben, c'est ça, la série de comics se termine là-dessus. Et c'est vraiment le final. Hein, pour ceux qui se posaient la question, il n'y a pas de volume 4 là, qui va suivre. C'est oui, voilà, c'est ça. La série, on va dire, est complète, puisqu'à la deuxième phase, on tombe... on est quoi, 150 ans avant, si je me souviens? C'est ça. Donc ouais, là ce tome 3, ben, tu le dis, hein, ce tome 3 conclut la série Les Aventures, mais le volume 1, de la phase 1, en quelque sorte. Quoi. Ouais, ben on ne sait pas, en fait, c'est ça encore, si la phase 3, on va revenir au présent, entre guillemets, on va sait pas encore, à leur époque à eux, ou s'il va y avoir encore une fois un autre bond dans le temps. C'est ça. Mais voilà. Fait que, au niveau, on a fait le tour du contenu, au niveau critique, qu'est-ce que tu en as pensé, Jean? Alors, ben, déjà, moi j'avais beaucoup aimé le premier arc, on va dire, du premier tome. C'est des personnages que j'ai appris à apprécier là, dès le tome 1, et là les retrouver, moi ça m'a fait beaucoup plaisir. Le seul truc en fait qui m'a beaucoup déçu, encore une fois c'est l'édito, j'aimerais bien y revenir, c'est que d'avoir mis en fait tous ces numéros bonus au milieu du tome 2 et un petit peu dans le tome 3, je trouve que c'est un peu confus. Alors quand tu lis du comics habituellement, tu comprends que c'est pas vraiment la même série, c'est des one-shots que tu lis à part, mais quand t'as pas l'habitude, je trouve que, je pense que beaucoup de lecteurs seront un peu perdus par cet édito-là. Moi, tu vois, c'est dommage qu'on aurait peut-être dû inviter encore une fois Aurélien Vives pour nous discuter de ça, parce que j'aurais bien vu, moi, tous ces épisodes bonus, tout à la fin, en fait. À la fin du tome 3, tu finis ta série Les Aventures, c'est terminé, hop, et là, t'as ton annual, t'as ton FCBD et t'as ton one-shot bake-off. Alors je comprends... À la relecture, en fait, j'ai relu 2-3 fois ces tomes-là. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, pourquoi déjà IDW en VO l'a fait, et pourquoi Panini l'a repris après ensuite. C'est qu'ils ont voulu suivre la chronologie du truc. Alors ça, c'est vrai que c'est un très bon travail. C'est que chronologiquement, ça match super, quoi. Les personnages sont là, puis pam, pendant le FCBD... tu les as là, et c'est logique avec ce qui s'est passé en gros. Et c'est limite plus logique en VF, parce que je veux dire qu'en VE, ils ont fait quelques erreurs, ils ont inverti, par exemple, le FCBD, ils l'ont mis au début du tome 2, alors qu'en VF, il est après, et ce qui n'a pas de sens, parce que des personnages sont ailleurs, donc c'est encore plus confus en VO, mais en VF, il y a une logique, malgré tout. Je comprends ce que tu veux dire pour l'annual, qui est effectivement un peu au milieu de tout ça, voilà. Alors que lui, il ne se passe pas du tout dans la même chronologie. Là. Voilà, l'annual, il a rien à faire là. Déjà, je trouve que c'est pas vraiment un annual Les Aventures, hein. Moi je trouve que c'est un annual Haute République en général. Effectivement, ouais. Parce que là, ça reprend quasiment aucun des personnages de la Haute République Les Aventures, mais ça prend les personnages des romans la Haute République et du comic à la limite vite fait, même pas, non, on voit pas tous les personnages principaux. Non, c'est vraiment que des romans, quoi. En fait, c'est les auteurs ont pris leurs personnages de leurs romans et ont fait leurs aventures. Alors, ce qui est très très cool, hein, il y a plein de numéros que j'ai aimés. Mais voilà, j'aurais bien aimé j'aurais préféré avoir eu ces 3 numéros spéciaux tout à la fin en mode bonus. Ça n'aurait pas dérangé niveau chronologique, car t'as fini ta série et là tu reviens en fait au moment où il faisait ci, il faisait ça, et je pense que ça aurait été moins confusant pour les lecteurs. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez au niveau édito pour ces tomes 2 et 3. Surtout quand tu passes du 1, tu vois, le 1 c'est une histoire complète, quasiment, c'est un arc complet, et t'entames le 2, et tu commences par le premier arc, donc Naruto, et puis bam, tu tombes sur ça. Enfin bref, c'était un peu bizarre, on va dire. Mais après, pour revenir vraiment sur le contenu, ça dépend. Je vais te dire, ça dépend. Il y a tellement de trucs à dire. Bon, on va pas faire la liste de tous les dessinateurs, de tous les auteurs, parce qu'il y en a tellement. Surtout pour l'annuel, les dessinateurs, c'est un dessinateur par petite histoire en fait. Et du coup, en gros, t'as des histoires, j'ai bien aimé le scénario, mais pas les dessins, d'autres, pas le scénario, mais le dessin, et d'autres, j'ai tout aimé, quoi. Donc, par exemple, si je te prends, je te prends le FCBD, tu vois. Le FCBD, je trouve que c'est un super numéro, parce que c'est dans la continuité du disque de Crash of the... C'est quoi? Race to Crashpot Tower, right? C'est ça, la course... Des trompes-la-mort. Hein. Des trompes-la-mort, voilà. Et en fait, c'est un numéro qui se passe juste après. Alors, un peu avant et un peu après du roman. Et pendant la bataille de Valo, du coup, quand t'as tout lu, et je trouve ça excellent de revoir les personnages, tu sais, la fameuse cover où tu l'as en train de chevaucher son droïde Ram, c'est la couverture du roman. Là, t'as ce passage-là aussi dans le comics. Tu vois le fameux dragon. Alors, je sais pas si on a la miniature, je crois que je l'avais sélectionné exprès pour la montrer, le fameux passage, voilà, où t'as, merde, j'ai plus son nom, Tayurek, voilà, qui chevauche le fameux dragon, qui est un passage mais excellentissime dans le bouquin, pendant l'attaque de Valo, du coup, et là tu l'as en visuel pour la première fois, et t'as encore
Ben, on le disait pour Trails of the Shadow dernièrement, mais tu as énormément de premières fois visuelles dans ces one-shots, dans ces tomes-là, que là, c'était vraiment super intéressant à voir, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire ensuite? Après, ça dépend des arcs. Je vais te dire, l'arc à Naruto, moi j'ai bien aimé. Je trouve, retour sur Naruto, moi je trouve ça très cool parce que c'est pas une planète qu'on a trop vu dans le canon, si je dis pas de bêtises. On l'a déjà vu, mais c'est assez rare. C'est plus Nashada qu'on a vu, hein, je crois, dans la guerre dans la série animée de Clone Wars. Oui, déjà, voilà. Ça, mais ça remonte, du coup. Je t'avoue que j'avais un peu oublié. Et revoir tous les personnages pendant cet arc-là, du coup, sur Naruto. Mais revoir le vaisselle, Leox, Afi et surtout Géode, hein, voilà, le fan favorite Géode, tiré donc du livre Out of the Shadows, ça a fait très plaisir parce qu'encore une fois, c'est la première fois qu'on les voyait en visuel, quoi. Je sais pas comment le dire. Voir en visuel, c'est un peu débile, mais c'est la première fois qu'on les voyait, quoi. Et Géode qui a un rôle quand même dans l'histoire. Ouais. Mais voilà, c'est toujours le même genre de blague que c'était l'autrice Claudia Gray nous avait habitué, hein, je crois. On comprend pas comment il bouge, mais... Exactement. Et ça, c'était excellent de voir que les ennemis, pareil, il fait des trucs, il sauve les gens, mais tu sais pas comment il se déplace, quoi. C'est vraiment très très drôle. Et là, même de façon visuelle, ils arrivent à tourner le truc. Donc ça, c'est très bien. L'arc suivant qui est sur Takodana, qui est, alors, moi je l'ai noté Back Together and Away Again, c'est donc le deuxième arc sur Takodana avec la fameuse Jedi gardienne de Takodana avec son chapeau là qui est excellent. Alors cet arc-là, je t'avoue, niveau dessert, moi ça va pas du tout. C'est un dessinateur du nom de Tony Bruno. C'est Tony Bruno ou Bruno Tony? Non, Tony Bruno. Tony Bruno. Et alors je sais pas ce que t'en penses. Tu m'as déjà teasé avant l'émission, mais j'étais très très content de revoir Tolibao pour l'arc précédent sur Naruto. Tolibao est un dessinateur que j'adore vraiment parce qu'il a une façon qui est très particulière de dessiner, notamment les cheveux, mais pas que. Genre la fumée, les particules, tout ça, je trouve ça vraiment. Et Tony Bao et Tony avec les cheveux là. Ah ouais. Non mais c'est ouf. Justement, quand tu passes de l'un à l'autre, tu vois la différence et mais je crois que t'es pas trop d'accord sur le dessin. Sur l'aspect graphique, je pense qu'on est à l'opposé sur cette série-là. Moi, je déteste le style de Tolibao, même si je comprends vos arguments. Là. Je sais qu'Aurélien aussi, la dernière émission, était vraiment de ton côté là-dessus. Moi, c'est un style que je suis capable. Et justement, c'est lui qui a fait la plupart des couvertures aussi. Hein, les couvertures sont magnifiques. Moi, je les ai pas du tout aimées. Et à l'inverse, j'ai beaucoup aimé le style de Tony Bruno pour ce type de petite histoire-là. Je trouve ça très efficace. Vraiment, pour moi, c'est un comics jeunesse, donc c'est ça. Ce type de graphique-là me dérange pas du tout. Je ne sais pas si on a des images qu'on pourrait montrer pour démontrer la différence, mais effectivement, c'est drastique. Il faut avouer que d'un numéro à l'autre, c'est très drastique. Donc, tout l'arc, c'est ça. Donc, ça, c'est Tolibao. Donc, quand même très, très détaillé. Et c'est ça, le style de Tony Bruno, qui est beaucoup plus, comment dire, cartoon. Cartoon, c'est le mot. Simpliste. Mais c'est ça, c'est un style. Moi, je trouve, entre autres, sur Takodana, ça marche très, très bien, les vaisseaux, tout ça. Mais je comprends que des gens puissent ne pas aimer ça et vice-versa. Là, donc, et c'est vrai que mélanger les deux, mais au moins, je me dis, ils ont séparé ça en arc. Donc, voilà, il y a moins ça. Parce que moi, c'est quand ils changent de dessinateur en plein milieu d'un seul numéro, là, tu tournes la page et sans raison, ça a changé. Là, ça me tue. Mais non, c'est ça. Cette fois-ci, ça ne m'a pas dérangé. Et peut-être réagir, c'est ça, tu mentionnais au niveau de l'histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé l'arc sur Takodana. Pourtant, c'est pas que je suis un grand fan du personnage de Maz Kanata, qui est présente, hein, d'ailleurs. Elle est présente. Et son château aussi. Son château, effectivement. Son droïde aussi, c'est des espèces de gros droïdes qu'on voit là, dans le film au tout début, dans l'épisode 7. Mais non, c'est ça. Pour moi, c'est la force. Dans les deux albums, c'est la force, le développement du personnage de Kort, qui était sans intérêt jusque-là pour moi. Mais là, ils ont vraiment piqué ma curiosité. Là, je trouve vraiment, quand je disais que ça allait en s'améliorant, parce que le principal moteur de cette série de comics-là, c'est la relation Lula et Zine. Donc, les deux personnages féminins. Et on retrouve ça vers la fin aussi. Là, on a les pensées de l'une en bleu, les pensées de l'autre en rose. Donc, vraiment la dualité là, des deux
une Jedi avec les obligations qui vont avec, l'autre qui a les pouvoirs, mais qui définitivement ne sera pas Jedi. Donc, ça, moi, c'est pas venu me chercher du tout. C'était le cas dans le premier album, je l'avais dit. C'est encore le cas ici, et c'était le cas aussi dans le roman. Il pousse ça aussi jusque dans le roman, Midnight Horizon. Midnight Horizon, c'est ça. Donc moi, c'est ça. C'est une histoire sans intérêt pour moi. À l'inverse, les personnages de Ram, par exemple, le jeune Ram, l'espèce de mécanicien, m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que quand on son humour aussi, il est drôle, que j'aime bien. Le maître Jedi aussi, Bucket of Blood. C'est ça, le personnage de Court, tout son développement dans l'arc sur Takodana, j'ai beaucoup aimé. Et la nouvelle Jedi, j'ai mentionné son nom tout à l'heure, mais bref, c'est sur Takodana. Sav Malagan, elle s'appelle. Et là, ça me traverse l'esprit, mais je crois qu'on la retrouve aussi dans la deuxième phase. Exactement. Donc, c'est ça. De la Haute République, là, celle qui, en anglais, roule en ce moment. Oui, voilà, donc, si je peux rebondir sur Sav, justement, vu que tu en parles maintenant, donc Sav Malagan, qu'on a aussi découvert, alors on a découvert dans cette série les aventures, mais il fait une petite apparition aussi pour ceux qui lisent le manga, justement, Un équilibre fragile, ou dans le tome 2, dans le tome 1, ou déjà dans le tome 1, non, je crois que c'est dans le tome 2, qui a fait son apparition dans le manga. Okay. Et en mode badass, exactement comme dans ce manga-là, enfin dans ce comics-là. Mais justement, je m'imaginais, tu vois, l'introduction de ce personnage s'est faite dans le tome 2, donc dans l'arc de Takodana. Et je m'imaginais ce même arc dessiné par Tolibao parce qu'en fait l'introduction de ça, on va pas trop vous spoiler, on vous a déjà un peu tout spoilé ce qui se passe, mais la façon dont c'est dessiné, la façon dont elle attaque les Nihil, c'est tellement cool. Moi je lisais ça, je dis mais genre t'as les bulles, t'as pas de texte, elle défonce du Nihil, et je trouve ça mais superbe. Pour une intro de personnage, je trouve ça excellent, ça te met direct dans le bain, dire ok, alors lui, ou elle, parce qu'au début tu sais pas trop si c'est une fille ou un garçon, elle déboîte, ça va être sérieux avec elle. Mais avec les dessins de Tolibao, j'avoue que j'ai imaginé le truc, il aurait encore plus magnifié la chose. Enfin, c'est que mon avis, mais bref. Là, c'est vrai que les dessins de Bruno, vu qu'ils sont un peu plats, cartoon, c'est cool, mais il manque un petit peu d'épicness, tu vois, d'iconisation du personnage, mais bon. Et oui, comme tu le disais, ce personnage-là, vu que le volume 2, donc la phase 2, a débuté le mois dernier, dans la reprise des aventures, de la Haute République des Aventures, ça sera sur sa jeunesse, en fait. 150 ans avant, apparemment que c'est une race qui vit comme les Wookiees relativement longuement, et donc là, elle est toute jeune, le premier numéro, c'était ça, c'était son enfance, son arrivée sur Takodana, en plus, je dis pas de bêtises, ou voilà, un truc comme ça. Donc c'était très, 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 très sympa. Donc ce personnage sera important par la suite, Sav Malagan. Ouais, puis sinon, tu as mentionné le Free Comic Book Day, celui sur Valo. Ça aussi, j'ai trouvé ça cool de revoir les événements, d'autant que les romans jeunesse, encore une fois, ça aussi, c'est pas tout le monde qui va les avoir lus. Donc c'est intéressant de voir ce que les personnages ont fait en dehors de la série. Puis même chose vers la fin, donc au niveau de l'album 3, de venir rattacher avec Midnight Horizon, avec The Fallen Star, et de fermer aussi l'arc de Krix, qui au final, Krix qui était le jeune garçon qui lui rejoint les Nihil. Ça se termine comme ça a commencé pour moi, donc sans grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que ça se termine comme se termine donc le bouquin, tu l'as mentionné auparavant, en Midnight Horizon. On a la scène de capture de Krix dans les deux œuvres, en fait. Oui, et voilà. Et donc c'était plutôt sympa, quoi. Et t'as pas trop aimé ce personnage, ce qui devient, ce qu'on lui... Non, au final, c'est ça, j'ai trouvé, surtout que, oui, j'avais apprécié dans Midnight Horizon la mention, mais dans la série, si on se limite à la série de comics, c'est un personnage qu'on trouve un peu vide au début, un peu vide à la fin, il se fait trahir très facilement, il se fait confier des grosses responsabilités par March Shenro, on se demande un peu pourquoi. Moi, je sais pas si tu as remarqué, mais... c'est une série où on a l'impression que les jeunes évoluent très vite, ils vieillissent très vite, alors qu'en termes de chronologie réelle, il ne se passe pas tant de temps que ça dans cette période de temps-là. On parle de même pas 2 ans. Pour tous ces événements-là, du début à la fin de la phase 1. Notamment Krixézine, Krixézine, on dirait vraiment qu'il passe d'enfant de, je sais pas, mettons, 10 ans, 9 ans,
à ado de 16-17 Ado, ans. Là, tu c'est fais, vrai. OK. C'est vrai. Lula aussi, mais bon, c'est le détail, là, mais c'est juste pour mentionner C'est vrai. peut-être de la mécompréhension, mésentente entre les auteurs de la Haute République, là, mais peut-être tout simplement un choix de Daniel Roseholder. Et aussi, mécompréhension, ça peut être au niveau du dessinateur aussi. Mais bref, ouais, c'est ça. Moi, ça fait pas mal le tour. Il y a le Galactic Bake Off Spectacular que je trouve qui... Tu veux qu'on en parle maintenant? Qu'est-ce qu'il vient faire qu'est-ce qu'il vient faire là? Même si c'est intéressant d'avoir qu'est-ce que ces deux personnages-là faisaient pendant la grande catastrophe. Mais à part ça. Faire des gâteaux, voilà. Ce qui est sympa dans ce numéro bonus, c'est que t'as deux dessinateurs. T'as donc Tony Bruno qui fait les flashbacks. Parce qu'en fait, le concept, c'est voilà, donc que font ces personnages-là pendant la grande catastrophe? Donc ils font des gâteaux, enfin de la pâtisserie. Mais alors apparemment le truc c'est quand tu fais la pâtisserie quand t'es un Jedi apparemment, tu dois raconter une histoire en même temps que tu fais ton boulot de pâtissier. Et du coup là donc c'est Bucket of Blood qui raconte une histoire. C'est Bucket of Blood ou non? Ça doit être l'autre. Non, c'est j'ai oublié son nom. C'est lui qui raconte son histoire. Donc les flashbacks, donc l'histoire qu'il a racontée est dessinée par Tony Bruno, c'est bien ça, hein, je crois encore. Oui. Ouais, c'est ça. Justement. Et alors que les dessins dans le présent, là où ils font la pâtisserie, est dessiné par un nouveau dessinateur qui s'appelle Joe Gayon et que je trouve magnifique. Enfin, les dessins, je sais pas ce que tu en penses de Joe. Ils sont superbes. Plus extrême à ce moment-là. Exactement. Ça marque, et voilà. Très très drastique, mais voilà. Ça c'est un procédé qui me dérange un petit peu moins. Quand il est question de flashback, on est un autre style, je trouve qu'au moins c'est un petit peu plus justifié. Carrément. Ah oui, non, c'est complètement justifié. Moi, ça me dérange pas trop. Le truc, c'est que tu passes de ça, là, qui est quand même magnifique pour ceux qui ont l'image. Donc ça, c'est Joe, qui est, enfin voilà, c'est superbe, quoi. Et là, tu passes de ça à de ça. Bon, j'ai pris une image pas ouf, mais disons que c'est plus grossier, on va dire. J'ai eu du mal d'ailleurs à trouver dans ce bake-off une image potable, on va dire. Alors non, je suis mauvaise langue. Tony Bruno est très bon pour tout ce qui est vaisseau. Décor, il y a beaucoup de flore dans ce bake-off, dans l'histoire de Tony Bruno, dans le flashback. Et je trouve relativement bien faite, quoi, quand t'as toutes ces forêts foisonnantes et t'as le maître Jedi au milieu. C'est juste au niveau des personnages où j'ai vraiment un problème. Où tu sais, quand t'as les visages qui sont... Tu sais, on en avait déjà discuté pour d'autres comics, mais quand ils sont pris de loin, t'as juste 2 points et un smiley pour faire la bouche. Alors qu'il y en a, comme Tolibao, j'ai prêché ma paroisse, qui prennent le temps de quand même bien dessiner... même quand t'as la caméra qui est loin des personnages, bon, c'est un avis. Donc ouais, t'as une différence de dessinateur assez importante pour ce bake-off. Ouais. Et ouais, mais bon, c'est vraiment un truc inutile. Mais t'as vu, en VO, ils l'ont même pas mis dans le volume tellement ça sert à rien, quoi. Donc bon. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a pas précisé, mais à la toute fin de ce bake-off, donc bake-off, ça veut dire baker, ça veut dire quoi en français, quoi? Cuire, quoi, cuire, mais baker, c'est plus fait cuire du pain, quoi, cuire des gâteaux, c'est plus pâtissier boulanger, quoi, on va dire. C'est pas juste cook, quoi. Et donc à la toute fin, t'as Claudia Gray qui fait un petit caméo, enfin un caméo. Elle nous laisse une recette de cuisine en fait pour faire les fameux gâteaux qu'ils font dans le numéro, en fait. Donc je sais pas ce que tu as pensé, ça c'était original, on va dire. Oui, moi je me suis demandé si c'était comment dire, crédible. C'était une vraie recette, là, tu sais. Donc voilà, c'est là qu'on va le savoir. Pour ce numéro, j'ai fait exprès, je me suis pris la peine de les cuire du coup. Et donc voilà, donc ça c'est la fameuse recette qu'il y a dans le numéro. Donc recette d'ailleurs qui est un peu, tu sens qu'elle est pas pâtissière, hein, parce que connaissant un petit peu le métier. La recette est assez confuse, on va dire. Tu vois, j'étais pas très sûr de ce que je faisais. Bref, j'ai réussi à la faire. Et en gros, c'est comme c'est marqué là en anglais, donc c'est des tartes au crème, comment on appelle ça, au pudding à l'œuf. Tu vois, c'est un peu crème caramel, comme on a en France, si je me rappelle bien. C'est une crème caramel sans caramel. Du coup, c'est juste des œufs mélangés avec du lait. Alors elle utilise de l'eau, bizarrement. Bref, on va pas rentrer dans la technique. Mais au final, ça rend plutôt bien. Alors ceux qui ont l'image, vous voyez. Donc dans un ramequin, ça donne ça. Je sais pas si ça se voit. Donc c'est une crème caramel, hein, tout simplement, dans un ramequin. Donc une crème aux œufs, techniquement. Donc et alors elle fait un caramel à côté pour pouvoir passer le caramel dessus et donner un peu de goût. Nous on n'a pas de caramel ici. J'avais pas envie de faire un caramel exprès pour ça. C'est chiant à faire le caramel. Mais on a du sirop d'érable. Hein. On a du sirop d'érable. C'est quand même meilleur. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu vas pas dire non. Et sur une croûte, enfin une pâte sucrée, quoi. Voilà, ça donne ça, quoi. Une petite tartelette avec voilà.
avec l'appareil à œuf par-dessus. Donc on l'a goûté, c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. Avec le Yagré respect. Donc c'est intéressant à tester. En tout cas. C'est original. Et c'est rare qu'on va faire une critique culinaire dans notre épisode de littérature. Mais ouais, c'était une petite. Je sais pas, en fait, comme je disais, j'ai pas le volume 3 en français. Il n'est pas encore arrivé au Québec, donc je sais pas si Panini a gardé cette recette-là. J'imagine que oui. Mais bon. Oui, à voir. Ben, dites-le nous quand vous recevrez vos tomes ou si vous les avez déjà en français. Si la recette est incluse, est traduite et incluse à l'intérieur. Je voulais faire un petit crochet sur les annuals, parce que là on a beaucoup parlé des arcs principaux. Oui. Est-ce qu'il y a moyen, vu que j'ai vu qu'on a un peu de temps là encore, de parler des annuals, ceux qui t'ont plu, ceux qui t'ont moins plu, niveau dessin, scénario, qu'est-ce que t'en penses? Je dirais, c'est très particulier, je ne sais pas si on a une image proche, c'est très particulier. Moi j'ai beaucoup aimé le dernier sur Porter Ingold. Déjà c'est un personnage que j'aime de plus en plus, mais c'est un style graphique qui peut être dur à suivre un petit peu. Moi, c'est très très artistique, je trouve. Ça va avec la colorisation aussi, mais ouais, j'ai beaucoup aimé celui-là. Et c'est pas mal ça. Je dirais que celui sur le numéro 2 que je mentionnais sur l'équipe du vaisseau, c'était vraiment insignifiant. Là, oui. Moi, sans intérêt. Porter Ingold, tout ça, c'était intéressant de revoir Bell avec Loden Cradestorm. C'était un peu ça l'intérêt quand on sait le destin de Loden. Oui, ça. Oui. Et il y a encore Porter Ingold. Donc, oui, tu devais être. Les gens qui ne savent pas c'est qui, hein, c'est le grand baraqué avec les cheveux blancs et des espèces de un peu à la Hellboy, là, des cornes coupées et un œil de pirate. Là. Personnage qu'on retrouve aussi dans la deuxième phase de la Haute République là, qui joue en ce moment. Il va avoir son propre. Pas one-shot, mais mini-série de comics aussi, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. Donc, ça va être intéressant. The Blade, ce sera pas The Blade, je crois. Ouais, le Blade of Barbossa. Bref, fait que c'est ça. Sinon, c'est intéressant de voir la rencontre de Vernestra et son maître Jedi, mais c'est ça, c'est tellement succinct et les dessins, j'ai trouvé que c'était très ordinaire. Et l'équipe de Crash sur... ça, c'est Porter Ingold, oui, justement. Voilà. Et mais c'était quand même cool de voir Lornadi dans ces graphiques-là, donc la Nihil, Twi'lek. Elle était très cool, hein, super bien dessinée justement. Tu te rappelles, c'était Gentil qui l'avait dessinée dans la série principale, elle était affreuse. Et là, tu vois, différents dessinateurs, et franchement, ça passe super bien, elle est superbe. Ouais. Puis c'est ça, mais celui sur Corellia, là, j'ai trouvé c'est un style graphique que j'ai détesté. Vraiment, j'étais incapable. Je sais pas si t'as une image près. Là, ah oui. Justement, c'est drôle parce que c'est la seule image qui n'a pas été uploadée parce que peut-être que le programme... C'est pas compatible, mais ouais, c'est atroce. Mais alors, attends, je vais essayer de... Enfin, vas-y, si tu as 2 secondes, je vais essayer de montrer une image. C'est vrai que c'est à voir. Donc, c'est ça. Moi, je suis toujours quand même, très tolérant, là, très... en fait, c'est quand je suis agréablement surpris, c'est là que je vais le souligner plus. Mais je préfère quand même une grande histoire à des mini-histoires comme ça. On dirait qu'on n'a pas le temps de vraiment construire quoi que ce soit. Fait qu'il faut vraiment que ce soit pour une anecdote. Mais je salue quand même l'idée de IDW, d'aller chercher les 5 auteurs de la Haute République pour leur faire raconter une petite histoire sur leur personnage. Oui, ça c'était sympa. Donc ça, oui, c'est ça. Cast and the Crew. C'est l'équipe de ça. Le personnage avec les cheveux roses. Et on retrouve comment on les appelle les Ah oui, la race de Proxima. De Corellia, là. Oui, c'est ça, oui. J'ai plus le nom. Je ne me souviens plus de la race, là, mais c'était le gang des Verts Blancs, si je me souviens bien en français, en tout cas. Donc voilà. Fait que je sais pas pour toi, moi, c'est pas... je m'en serais bien passé de cet animal-là. Mais comme je suis complétiste, évidemment, je remercie Panini de nous l'avoir inclus, ça c'est sûr. Oui, non, ça c'est très très cool. Un peu comme toi, hein, déjà, moi, je trouve le concept très cool. Un annual, les 5 auteurs, une histoire chacun. Et c'est un peu comme toi en fait. Mais celui de Charles Soule, c'était très sympa, comme tu le disais, de revoir Loden dans une mission avant qu'il y passe dans les romans, quoi.
très bien aussi, tu revois Indira et Porter vite fait, donc c'est un petit caméo. Après, l'histoire est anecdotique au possible, hein, mais bon, c'est juste revoir les persos. Tu revois la chienne de Belle aussi, Amber, donc c'était pas mal. Ouais. Amber. Le numéro de Claudia Gray, ouais, alors oui, comme tu dis, moi j'ai adoré revoir évidemment les personnages du vaisselle que tu revois aussi dans le tome 2, hein, donc bon, mais l'histoire elle est anecdotique ce qu'ils font pendant toute l'histoire, ça dure 7-8 pages, mais en fait le point d'arrivée de départ, c'est complètement hallucinant de voir tellement c'est inutile, quoi. Enfin, j'ai pas compris. Ouais, c'était vraiment... Elle a pas eu d'idée, la Claudia Gray, pourtant Claudia Gray, quoi, mais là non. Et pareil, les dessins étaient pas foufou, quoi. Encore une fois, les blagues sur Géode étaient sympas, mais bon, c'était pas fou, ça genre... improvisé aussi, hein, on se le cachera pas. Ouais, c'est peut-être improvisé, ouais. Mais la blague sur Géode, il est parti haut, oh, il est caché, et c'est un champion à se cacher, quoi. À la cachette, donc c'était drôle, quoi. Le First Mission, pareil, de Justina Harland, comme toi, c'était très cool de voir Vernestra, faut pas dire Verne, et rencontrer Stellan pour la première fois. Le dessin, pas fifou, j'ai pas trouvé ça ouf. Et voilà, moi je vais m'attarder sur le numéro d'Holder, là, justement, avec Crash, parce que, alors effectivement, ça choque. Quand tu vois le dessin, mais t'es là, mais waouh, ça fait... alors déjà, ça... il doit y avoir des gens qui aiment ce style-là, là. J'ai pas... Ouais, voilà, mais après, voilà, mais je me suis renseigné, je me suis dit, c'est pas possible que le gars ait livré ça. Et je suis allé sur son Insta à l'auteur, alors l'auteur qui s'appelle Jesse Lonergan. Et en fait, c'est son style. Je me suis rendu compte que c'est vraiment son style, c'est pas lui qui dessine mal, c'est ça. Pour expliquer, ça fait un peu franco-belge. Il y a un peu, je revois du Tintin, mais du Tintin de Hergé, genre version soviète, tu sais, genre le pré, au tout début, voilà. Il y avait ça, l'espèce de nez rond, comme ça fait très franco-belge comme dessin. Et après, niveau couleur, c'est très particulier aussi, parce que c'est du pastel. Donc les couleurs, ça choque. C'est pas flashy, c'est pastel, encore une fois, comme ça fait très vieux bande dessinée rétro franco-belge. Mais moi, j'ai pas senti non plus l'ambiance Corellia en termes de couleurs et en termes de... Mais bon. Voilà, ouais, après ça. Et après, voilà, revoir, comme tu disais, Corellia, revoir Crash. Parce qu'en fait, c'est un groupe de héros, il y a Crash et son crew, qui sont un peu les protagonistes de Midnight Horizon, encore une fois par Holder, donc il reprend ces personnages. Et là, c'était la toute première fois qu'on les voyait, encore une fois. Et donc, c'est au moment de publication de Midnight Horizon en VO qu'on a eu ce comics-là. Du coup, en parallèle, tu voyais à quoi il ressemblait, donc ses cheveux roses, tout ça. Et je vous renvoie à l'émission Midnight Horizon, concernant le personnage de Crash, donc, qui s'appelle Alice Crash, c'est un surnom, quoi. Alice, c'est son vrai nom. Qui est surnommé, hein, si je me souviens bien. Voilà, oui, c'est ça. Dans le roman, il explique que c'est auto-surnommé. Mais alors, en dehors dans notre monde à nous, si j'ai envie de dire, c'est Daniel Roseholder qui s'est inspiré, en fait, comment t'appelles ça? Il y a eu un petit compromis entre lui et Alyssa Wong. Alors Alyssa Wong, si le nom ne vous rien, c'est la scénariste de la série Dr. Aphra en ce moment. Et en fait, c'est une anecdote, je crois l'avoir mentionné. Ouais, je crois que j'avais mentionné dans l'émission Midnight Horizon. Mais bref, je la répète ici parce que je trouve ça super intéressant. En fait, Holder s'est inspiré d'elle parce qu'Alyssa, donc son prénom c'est Alice, donc pour le personnage de Crash. Crash, ça vient du Twitter d'Alyssa Wong qui s'appelle Crash Wong. Donc je sais pas, Roseholder doit être très très pote avec Alyssa Wong. Donc ça vient de là, ça vient de Alyssa Wong encore une fois. Mais pas que, genre la couleur de cheveux rose ainsi que la profession de Crash dans l'univers Star Wars, donc qui est la patronne, tu disais, d'un groupe d'agents de sécurité. Mais en fait, c'est une question qu'avait posée Daniel Roseholder à Alyssa Wong en lui disant si tu étais une héroïne dans Star Wars, quel genre de travail ferais-tu, quoi. Et elle avait répondu ce genre de travail, donc le travail de Crash. Voilà, ainsi que la couleur de cheveux. Elle dit, je me verrais bien avec les cheveux roses, tu vois. Donc voilà. Donc c'est un personnage beaucoup inspiré par Alyssa Wong de Dr. Aphra. Du coup, c'est intéressant. Comme anecdote, ça. Voilà. Mais bon, ça, encore une fois, le dessin de ce numéro, c'était pas fifou, quoi. Et c'était des Grindalides, voilà. J'ai la race. Ah oui, la race. Ouais. De Lady Proxima, voilà. Les Grindalides qu'on voit à l'armure. Avant de l'oublier, on peut peut-être. Est-ce que tu avais préparé une note pour chacun des albums ou... Oui, c'est vrai que maintenant, le temps file, et il faut préparer la note. Donc, est-ce que je l'ai par là? Voilà. Donc, moi, c'est marrant, dans les notes, j'ai dit, c'est assez difficile de donner une note parce que, c'est tellement le bazar niveau édito qu'en fait, il faudrait donner une note par chaque arc presque, pas par note globale, quoi. Parce qu'il y a des trucs très très bons. L'arc principal, moi j'ai beaucoup aimé, hein, enfin les arcs principaux de la série, les aventures avec nos personnages préférés, moi j'ai beaucoup aimé les 3 arcs.
J'étais resté sur un 15 sur 20 pour les 2 tomes, mais en fait, à la relecture, j'ai un très bon ressenti en fait. Quand je les ai relus, il n'y a pas eu de gêne ou d'ennui qui s'est créé. Non, j'ai toujours eu le même plaisir. Donc je mettrais un 15,5 pour le tome 2 et un 16 j'ai mis pour le tome 3 parce que l'édito c'est un peu mieux rangé, on va dire. J'aime bien quand c'est bien rangé, tu vois. Le tome 2 c'était... Voilà. Faut que ce soit bien rangé, qu'il y ait une histoire d'amour romantique, qu'il n'y ait pas de cheese. Ça fait beaucoup de... C'est vrai qu'il y a une petite romance, mais on voit la petite romance entre ça y est, j'ai plus les noms. Tu l'as mentionné juste avant. Zin et Lula, voilà. T'as ça aussi dans le tome 3, donc moi j'ai beaucoup aimé voir ça. Ouais. Et encore là, j'ai encore du mal à appeler ça une romance. Non, voilà, il y a un truc entre eux, un petit crush. Dans les BD, je trouve que c'est comme si... Mais peut-être que c'est ça que l'auteur voulait aussi, là. Mais il y a un rapprochement, mais c'est pas un rapprochement physique ou, tu sais, je trouve amoureux. C'est vraiment, je trouve, comme une fratrie, une amitié très, très, très forte. Très, très forte. Avec attachement, tout ça, là, mais ouais, c'est ça. Sans l'aspect, je voudrais faire fonder une famille avec elle, tu sais, ouais. C'est ça, mais bon. Question. Mais peut-être que c'est ça, l'auteur voulait y aller mollo aussi. On reste quand même dans des comics destinés aux plus jeunes, là, donc, et c'est les États-Unis quand même. Donc, oui, fais attention, oui. Oui, pour une relation. Pour chacun, tu dis? Non, 15,5 et 16 pour le 2. Ouais, j'ai beaucoup aimé le tome 3, je veux dire, pardon. Le tome 3, c'est une série que je vais quand même paraître un peu plus bas que toi. Moi, dans le fond, c'est aussi, j'avais quand même donné juste un 50%, c'est ça, un 10 sur 20 dans le fond au premier numéro. Le deuxième, j'ai quand même trouvé qu'il y avait une progression. Fait que malgré, comme tu dis, tout le bazar, là, où... même si, on le répète, on ne fait pas de reproches là, à Panini, c'est déjà beaucoup mieux organisé, comme on disait, que dans la version anglaise. Fait que le deuxième, je donnerais un 12 sur 20. Je trouve qu'il est relativement, évitable, là, on pourrait s'en passer. L'album 3, par contre, c'est ça, je montrais quand même un 15. Je trouve qu'il y a des belles surprises. Tout ça, c'est peut-être aussi parce qu'on vient se rattacher beaucoup plus aux autres histoires et clore les histoires. Mais c'est ça, ce qui est dommage, c'est que même si, tu sais, j'aurais envie de conseiller juste le troisième, mais c'est parce que si vous n'avez pas lu les 2 premiers, ça ne donne rien, vous ne connaîtrez pas les personnages, vous n'aurez aucune idée de quoi. Fait que c'est vraiment du complément au reste de ce qu'est la Haute République, parce qu'on peut peut-être se permettre de faire un petit bilan là, quand même, vu que c'est le dernier album. Moi, je dirais que c'est quand même un bon complément au reste de la première phase de la Haute République. Les personnages qu'on a découverts là, dans les romans, là, entre autres Ram, moi, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est sûr que c'est ça, les personnages créés par Holder, que ce soit Lula, Zing, Krix, voyons, j'arrive même pas à m'en souvenir justement, Farzala. Déjà, moi, un nom comme ça, Farzala, mauvaise idée. C'est vrai, non, c'est vrai. Un sketch de François Pérusse ou de. Mais bref, mais Corte, j'ai trouvé que là, oui, il y avait un petit développement très intéressant. Fait que c'est le seul, je trouve, qui ressort. Mais des bonnes idées, tout ça, mais tu sais, ça reste que quand je parle de bilan, c'est dur de ne pas faire la comparaison avec les autres œuvres, avec les comics adultes, avec les romans, avec les romans jeunesse, etc. Et c'est sûr que là, c'était 5 auteurs, fait que c'est ça, c'est dur de ne pas comparer, puis je trouve quand même que le maillon faible de cette équipe-là, c'est Daniel Rose Holder. Évidemment, c'est un format très différent, un comics jeunesse, tu peux pas faire comme dans celui de Marvel, tu peux pas non plus faire comme dans un roman, mais bon, même dans les romans que lui a écrits, comme Midnight Horizon, ça a été de la déception aussi, malheureusement, fait que c'est ça, je peux pas m'empêcher d'être un peu déçu de ce côté-là. La bonne nouvelle, c'est que pour la suite des choses, l'équipe se diversifie, beaucoup d'auteurs, donc... Oui, c'est vrai. Un peu comme toi, hein, on l'a toujours répété, hein, Holder, désolé, mais c'est pas... Même s'il a fait du très bon, le Trials of Shadow, encore une fois, c'était de lui, et sur ce one-shot-là, il était vraiment excellent.
Mais effectivement, oui, même si j'aime beaucoup les aventures, je trouve que la série principale est quand même plus intéressante. C'est vraiment les connexions, comme tu disais, toutes les interconnexions entre œuvres qui sont un vrai plus de cette série de comics-là, oui, effectivement. Ouais, ouais. Ben, puis comme Voilà, tu dis, avoir mis des. Mais ça, évidemment, ben, c'est pas spécialement au crédit d'un ou l'autre. C'est juste que ça vient mettre un visuel sur des choses qu'on a lues dans les livres ou ça, c'est écoutées top, à ça. l'audio. Donc, fait que ça peut être bien intéressant. Depuis le début de la série, ça a été beaucoup ça. Souvent, c'était la première fois qu'on voyait tel personnage. Oui, ça, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Et ça sera encore lui, hein, si je dis pas de bêtises. Par contre, alors ça se diversifie niveau roman, mais niveau comics, c'est toujours Cavan Scott dans la série principale et Daniel Roseholder pour la jeunesse, hein, pour le Adventure. Coup, ouais, si c'est ça, on l'a pas dit tantôt, mais même si IDW a arrêté le contrat Star Wars, ça passe chez Dark Horse, mais dans le fond, la série, comment dire, c'est comme si c'était rien passé. Là. on continue, en tout cas, pour l'instant, c'est comme si c'était rien passé, on continue avec les Star Wars Adventure comme avant. Donc, ouais, c'est ça. On va voir si à la longue, on voit des différences là, entre IDW et Dark Horse là, sur les directions prises ou... Sur les éditos, carrément. Ok. Bon, ben on a fait le tour, je crois, Francis. Tu avais autre chose à rajouter? Non, effectivement, ça fait le tour. Donc, conclusion, et on peut mentionner qu'effectivement, les tranches, je pense qu'on appelle, donc les côtés des albums ne sont pas de la même couleur. Donc, pour les gens comme Thomas qui sont un petit peu maniaques, j'essaie de le montrer, mais c'est ça, au lieu d'être noires, elles sont dorées, elles sont jaunes. Donc, effectivement, dans une bibliothèque, ça ressort tout de suite. Fait que... mais je comprends pas. Ouais. Ben, les jeunesses sont dorées, les adultes sont noirs, quoi. Enfin, je trouve pas ça déconnant. Comme ça, on les reconnaît plus facilement. Pas non plus, là, mais je sais que Thomas a dit, moi, c'est terminé, je les achète pas parce qu'ils sont jaunes. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que, Thomas était là pour le tome 1 l'année dernière, mais il n'est pas avec nous ce soir parce que, les tranches sont jaunes. Du coup, il voulait pas les acheter. C'est une très bonne raison, écoute. Oui. Faut respecter les choix des collectionneurs. Ouais. Ah oui, les collectionneurs, les fameux. Donc, c'est avec cette critique, ma foi, plutôt, même pas mitigée, plutôt bonne en fait, au final, qu'on va conclure l'émission d'aujourd'hui. Donc, c'était toujours un plaisir de discuter littérature Star Wars avec toi, Francis, tu le sais. Avant de se quitter, on va peut-être mentionner nos futures émissions. Est-ce qu'on a des futures émissions pour cette fin d'année, Francis, de prévu? D'ici la fin de l'année, je ne crois pas. Je sais, il y a peut-être en chantier un épisode, justement, une espèce de quoi de neuf final de fin d'année. Mais c'est ça, nos épisodes de littérature, là, dans le fond, on a le Convergence qui est sorti. Là, d'ailleurs, on essaie d'attendre d'autres personnes de l'équipe là, pour le faire avec nous. Et je ne sais pas de ton côté, moi en plus j'ai eu un retard causé par un bris d'équipement, les écouteurs qui ont explosé, donc plus moyen d'écouter mon audiobook. Mais c'est pas mal ça. Parce que il y a eu le roman jeunesse, là, mais d'habitude, on faisait pas d'émission juste sur ça. Non. On va peut-être faire un petit WhatsApp sur ça, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Donc, c'est ça, du WhatsApp à ma connaissance, là, dans ce qui s'en vient. Pour cette fin d'année. Et oui, en littérature, ça sera chargé en début d'année prochaine, hein, parce que, oui, tu parlais de Convergence. On a aussi un audiodrama qui est prévu en début janvier, si je dis pas de bêtises. La bataille de Jeddah, donc. Et puis on a plein de comics. Les séries, non, c'est vrai, en fait, on est encore sur le final de Crimson's Reign. Oui, c'est ça, il y a le dernier tome aussi à critiquer. Ouais. C'est ça. Il y aura ça, il y aura pas mal de trucs, pas mal de trucs à chroniquer en début d'année prochaine. Très très bien. Sur ce, encore merci Francis de m'avoir accompagné. Un grand merci à vous tous pour nous avoir écoutés. N'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires concernant ces comics-là. Moi, j'aime beaucoup lire ce que vous pensez de ces reviews-là, pour essayer d'un peu élargir le débat. Ça fait toujours plaisir de lire des avis, même divergents. Quand c'est fait dans la bienséance, il n'y a pas de souci, dans la bienveillance, pardon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, Francis? Est-ce qu'on doit annoncer que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, YouTube? Tout ça, c'est ça qu'on fait normalement. C'est pas tous les réflexes habituels, les likes, les partages, tout ça, là, très important pour la chaîne. N'oubliez pas. Sur YouTube aussi, maintenant, vous pouvez faire un petit don direct. C'est très, très facile. Là, surtout une fois que vous l'avez fait une première fois. Après, il suffit d'un clic de souris. Vous sélectionnez le montant et ça nous encourage énormément, d'autant que on n'est pas,
à but lucratif. Hein, vous comprenez, au contraire, on est déficitaire chaque année. Et d'autant cette année, en fait, avec le nombre, avec les quads neufs, la série Obi-Wan, Andor, il y avait Boba Fett encore en début de l'année l'an passé. Bref, j'ai hâte de explosé le record financier, mais à mon avis, ça a coûté cher l'année 2022. Il y en a. Je crois que ça, c'est l'année Star Wars en direct la plus prolifique niveau émission, là, ça c'est sûr. Oui, exactement. Donc, mais c'est ça. Si vous voulez qu'on continue à vous livrer autant de contenu, ben, il faut, si possible, nous encourager un peu de la manière que vous pouvez. Partager nos épisodes aussi, ça nous aide à accroître la communauté. Donc ça, et le Discord, je ne l'ai pas mentionné, mais rejoignez notre Discord pour des conversations passionnantes sur tous les sujets, littérature, jeux vidéo, cinéma, spoiler, tout ça. Donc c'est très bien. Aussi, même si vous avez des idées d'émissions, c'est là que plusieurs émissions qu'on a réalisées ont pris leur fondation, leur inspiration. Je pense entre autres au plus récent spin-off créé, les épisodes sur la musique. C'est né justement de discussions sur le Discord. Donc voilà, c'est ça. Moi, je vous encourage fortement à venir jaser avec nous. C'est ça, rejoignez-nous. Voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Star Wars en direct remercie ses partenaires: Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.